Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Zulf Leoun, عندما سلم كلمة سلام sur notre plateau virtuel de Tazouri. Donc aujourd'hui, nous accueillons Madame Samira Msoussi, ex-détenue et militante politique à Zulf Lam. Merci pour Et l'invitation. merci, et Monsieur Hakim Haddad, aussi ex-détenu et militant politique. مرحبا بك عندنا. Merci, Tanmir. Merci pour Euh, l'invitation également. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler ce qui se passe en Algérie comme combat et répression. Les Algériens et les Algériennes ont battu le pavé et marché dans les ruelles d'Alger, les rues d'Alger également, pour revendiquer une Algérie de démocratie, une Algérie de droit. Euh, J'aimerais poser déjà une question pour entamer le débat pour Samira Mssoussi. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui est pour vous le Hirak ou la révolution du sourire? Est-ce que c'est une révolution, un mouvement politique, une colère citoyenne? Comment vous voyez les choses? Déjà, pour commencer, on peut dire que le mot hirak ou mouvement est un terme réducteur de ce que nous vivons pendant maintenant plus d'une année. Car ce que vit l'Algérie depuis le 22 février 2019, je considère que c'est une révolution parce que quand on voit que l'ensemble du peuple algérien sort dans les 48 wilayas et dans la diaspora exigeant les mêmes revendications et avec les mêmes slogans et les mêmes demandes. Donc là, on est loin du mouvement, on est dans une révolution. Mais y a-t-il vraiment, comment dire, à part le processus révolutionnaire, est-ce qu'il y a tous les mécanismes révolutionnaires? Est-ce que tu vois, est-ce que tu fait le mouvement, de la révolution, tous les mécanismes qu'il faut pour que ce soit une révolution? On peut dire que cette révolution est en construction actuellement parce que cette révolution est passée par plusieurs stades. Donc, il y avait le stade des manifestations, des incarcérations, donc il y a eu plusieurs étapes. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est arrivé au stade où on doit trouver d'autres mécanismes de lutte, on doit débattre, on doit on doit s'accorder sur le minimum, on doit sortir, les forces vives du pays doivent trouver je ne sais pas, une feuille de route ou là une charte ou là qui m'a mais on doit trouver une sortie de crise politique à la crise actuelle parce que c'est tout le monde qui est d'accord que l'Algérie actuellement vit une crise politique énorme et donc on doit trouver ces mécanismes autour des préalables démocratiques et aller de l'avant. Voilà. On va revenir sur ces points. Monsieur Hakim, est-ce que ce qu'on appelle le Hirak ou la révolution du sourire, est-ce que c'est une révolution ou la Hirak, c'est un mouvement politique? Parce que c'est deux termes pour le même mouvement, mais un peu opposants ou la contradictoire. D'abord, la première chose, merci avec Saha et d'animer la toile, ce qui permet, en tout cas avec votre émission Tazuri, de, de participer un petit peu au débat dont tu viens de parler justement, Samira. Yatekum Saha, je ne vous remercie pas, c'est un devoir citoyen, mais en tout cas, sachant les difficultés, etc., c'est de bonnes initiatives et des initiatives qui apportent. C'est pas juste comme ça, c'est des initiatives qui apportent un plus, puisqu'il y en a pas mal ces dernières semaines et ces tout derniers mois sur la toile. Ça nous permet justement d'affiner les armes pacifiques du Hirak pour l'avenir proche. Également, je ne peux pas ne pas faire un clin d'œil à mon ami et camarade Samira, avec qui j'ai le grand plaisir de partager un petit peu cette émission, en tout cas ce live. C'est véritablement un grand plaisir en tant que personne que je connais, mais aussi en tant que, et ça lui mettra un petit peu de pression sur les épaules, en tant que ce qu'elle représente, y compris dans le Hirak lui-même et y compris dans le processus révolutionnaire que nous avons vécu ou que nous vivons encore. Ce qui m'amène à répondre un peu à la question.
mon avis ne diverge pas trop sur cette question avec les propos de Samira Mssoussi. C'est pour moi, si ce n'est une révolution, au moins c'est un processus révolutionnaire qui est en cours. Voilà. Et effectivement, le terme Hirak, aussi beau soit-il, aussi significatif soit-il par rapport aux années où la majorité des Algériennes et des Algériens pendant les 20 ans qui ont précédé et même la dizaine d'années d'avant, où nous étions, ou en tout cas la majorité était statique, là, Nas rahi titharrak. Donc, ça montre justement, donc, il est à bon escient, le terme est à bon escient, Hirak, et puis c'est un terme nord-africain, voilà, ou en partie nord-africain, mais, mais je pense qu'effectivement, on est dans un processus révolutionnaire, une révolution qui est en cours. Voilà. Donc, nous allons revenir pour donner plus de détails sur cette révolution qui est en marche. J'aimerais, Juste, bien sûr, pardon, je voulais rebondir un peu sur la deuxième question que vous aviez posée, qui est un peu la suite de la première révolution ou pas. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que à Samira, est-ce que tous les éléments, est-ce que tous les outils étaient posés? Non, tous les outils n'ont pas été posés dès le départ. Parce que d'abord, première des choses, parce que ça me paraît être une question fondamentale, y compris pour la suite de notre discussion et à la suite sûr. du Hirak en lui-même. C'est un processus, tout n'a pas été mis en place, parce que d'abord, première des choses, mentirait celui ou celle qui dirait qu'il savait que le Hirak allait se déclencher, et de cette manière, et au niveau national. Donc, on a plus ou moins, y compris nous, les militants, parce que nous sommes définis un peu trop, à mon avis, comme anciens détenus, mais nous avons une vie avant la prison, que ce soit Samira, que ce soit d'autres, que ce soit moi-même, on a une vie avant la prison, nous étions des militants politiques, donc même nous n'avons pas entrevu l'arrivée du Hirak, donc il n'y a pas eu les préparations et les préparatifs nécessaires. En cours de route, on a été un peu pris dans l'oued, avec l'oued positif du Hirak, et c'est vrai que malgré qu'il y ait eu des initiatives, et il y en a eu, nous y reviendrons, des collectifs, des partis politiques, des regroupements de partis politiques, des collectifs de citoyens, d'associations, etc. Tout ne s'est pas mis bien en place, justement, suffisamment en place pour permettre à cette révolution d'avoir des socles, d'avoir des rakaïs, d'avoir des rakaïs suffisamment solides, des socles suffisamment solides pour durer. Je pense aussi, parce qu'il faut aussi s'autocritiquer, que bon, il y avait des appels à des constitutions à certains moments, des constitutions de comités, de quartier, de comités de travailleurs, de comités d'étudiants et tout. Il y a eu même des tentatives, mais je pense que le Hirak en lui-même, le Hirak global, le Hirak avec tous les Algériennes et les Algériens à travers tout le territoire national et en dehors, comme ça a été dit, n'a pas laissé l'espace. C'était Schröll, si je puis me permettre, la révolution est à tout le monde, ne venaient pas les courants politiques qui, en général, organisent les manifestations, organisent les mouvements politiques, etc., non, ont été un peu mises sur le côté, un peu mises en marche, et n'ont pas osé aller plus loin dans les propositions qui pouvaient donner plus de solidité sur le long terme, en tout cas, à cette révolution. Nous allons revenir sur ces points parce que le débat va tenir sur ces points exactement. Donc, حبيت نعرف, si vous le permettez, bien sûr, on va pas trop s'étaler sur ces points parce qu'on est en train d'entamer le sujet, mais qu'il y a un point très intéressant, même nous avons reçu beaucoup de messages par rapport à cet événement. Est-ce que c'est des militants ou là des internautes qui nous suivent depuis assez longtemps, qui veulent savoir votre expérience qui va tout pendant votre incarcération, qui va le sentiment parce que c'était injustement, vous étiez injustement incarcéré. Donc, une image, si vous le permettez. Monsieur Hakim, on va nous le Samira parce que souris. Ah, oui, oui, on sourit tous les deux. On sourit tous les deux parce que c'est un peu la question qui revient à chaque fois. Bon, bien évidemment,
bien évidemment, la prison, nous ne pouvons la souhaiter à personne, voilà, à personne. Encore moins quand ce sont des gens qui sont innocents, qui sont dedans, et quand en plus ce sont des gens qui se battent pour leur bien et le bien de la communauté de manière générale. Donc, on ne peut pas vivre, surtout quand on est des militants, quand on est des gens qui nous battons depuis tant d'années pour la liberté, pour la dignité, etc. Donc, on peut pas se satisfaire et on ne peut pas se sentir bien en étant emprisonné dans le sens où on est empêché. Parce que libre, nous l'avons toujours été, y compris en étant en prison. On est des gens libres, on est des hommes et des femmes et des hommes libres. Donc, au moins dans notre esprit, mais la régulation de notre vie au quotidien, ce n'est pas quelque chose qui se vit, qui peut être bien vécu. Donc, par contre, ça a été, pour certains en tout cas, une école. Je pense à beaucoup de détenus, en particulier les jeunes détenus, les premiers détenus Raya al-Amaziriya, qui sont venus un petit peu au militantisme par le Hirak et qui ont été qui est peut-être l'école politique et qui ont été à l'université politique qui est la prison, et que ça les a on voit aujourd'hui, enfin, je ne vais pas citer encore une fois des noms, mais on voit aujourd'hui beaucoup et c'est une très bonne chose, y compris pour l'avenir, des jeunes qui ont malheureusement été incarcérés, à tort bien évidemment, mais qui se sont lancés, ça les a renforcés dans le fait de continuer et d'être des militants. À part ça, la prison, bah, c'est peut-être je laisserai le soin, même si elle était dans le quartier des femmes, juste à côté de nos murs, et à qui on parlait, que ce soit Samira ou Nour al-Houda quand elle y était, et également, je parle de Harrach, bon, bah, c'est des conditions de prison, c'est des conditions précaires, bien évidemment. En tout cas, le Harrach, qui est une prison un peu de transit, je crois pour les femmes, mais aussi pour les hommes, en tout cas qui l'était, c'est situation très précaire. À la limite, ce sont des privilégiés, comme j'ai pu en être, d'être d'être en isolement, parce que nous partageons une cellule à 2 ou 3 maximum. Mais par contre, ceux qui sont dans les grandes salles, et toujours je dis ça, ils ont vraiment dû énormément peiner et énormément avoir beaucoup plus de mal. Je parle physiquement, bien évidemment, et pas psychologiquement, parce que une salle de 50 personnes, faite pour 50 personnes avec 50 lits, qui est partagée par 90 personnes, 12 mois sur 12, bah, ça n'offre pas le minimum de conditions de vie digne. Voilà. Donc, mais malgré ça, la solidarité, et ça je tiens à le dire vraiment pour peut-être finir sur ce point, en tout cas pas de monopoliser, mais moi ce qui m'a subjugué, vraiment subjugué le Habs, c'était la solidarité entre les détenus, et je ne parle pas que les détenus, c'est tous les détenus, c'est la solidarité qu'il pouvait y avoir, en tout cas chez les hommes, entre tous les détenus. Bien sûr, il y a des coups bas, bien sûr, il y a des accords, bien sûr, etc. Mais la solidarité qui a été, que nous avons vécue à l'intérieur, tant entre nous, qui malheureusement, contrairement à Samira, était un peu trop seul, je trouve, en tout cas par rapport aux hirakistes, mais chez les hommes, il y avait quand même quelques dizaines de personnes qui étaient des détenus du Hirak. Donc cette solidarité, tant avec les gens du Hirak que avec les autres prisonniers dits de droit commun, est vraiment très très importante. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'a marqué et que je n'oublierai pas. Et c'est une occasion justement d'avoir une pensée tous ensemble pour ceux qui sont encore en détention, en particulier en cette période d'été, en cette période de pandémie et de Covid, et en particulier, bien évidemment, les détenus qui sont encore emprisonnés, qui sont issus du Hirak. Hakim, avant de donner la parole à Samira Messousti, quel est l'impact de ce passage sur votre engagement politique? Ça renforce. Ça renforce. Ça renforce. Oui, bien évidemment. C'est quelque chose qui vous renforce, qui n'a, de mon point de vue, en tout cas dans mon vécu, ce n'est pas du tout une vengeance. J'étais militant avant, je suis resté militant dedans et je continue à être militant après. Mais ça renforce dans la conviction, parce que nous l'avons vécu dans notre chair,
que c'est un régime, que c'est un système politique, que c'est un pouvoir qui doit quitter l'arène l'arène de l'Algérie. Voilà. Parce que autant d'injustice qui a été vécue, et quand vous la vivez encore une fois dans votre chair, ça ne peut que vous renforcer dans votre choix de lutter contre ce régime ou en tout cas pour un autre régime. Voilà. Donc c'est vraiment c'est vraiment le renforcement. C'est pas des convictions, mais en tout cas de ma volonté de continuer et d'aller plus loin pour le changement pour lequel nous nous battons depuis des dizaines d'années, en particulier depuis février 2019. Merci, merci. Donc, on va donner la parole à Samir Msoussi. Bon, l'expérience est un peu différente parce que tu t'es trouvé seul. Oui, oui, c'est vrai que c'était pas la même ambiance de mon côté parce qu'il n'y avait pas autant de détenus avec eux à la fin du côté des femmes, mais après, seul, non, seul. On avait les avocats qui étaient tout le temps présents, qui étaient présents chaque jour. Nous avions la presse qui nous tenait au courant quand même de ce qui se passait à l'extérieur et on voyait cette solidarité qui, qui, qui naissait dehors avec nous. Donc, seul, je crois que même Hakim le dira, on ne s'est jamais senti seul à l'intérieur de la prison. Maintenant, euh, en fait, moi, je pourrais dire que le plus dur pendant notre période d'incarcération a été fait non pas par nous qui étions détenus arbitrairement à l'intérieur de la prison d'Al-Harraj, mais le plus dur a été fait par ceux et celles qui ont maintenu la mobilisation dehors parce que c'est vrai qu'on n'avait pas cet exemple d'emprisonnement. On ne savait pas qu'on risquerait la prison en faisant une manifestation d'heure ou là en brandissant l'emblème berbère. Mais le plus dur a été fait par ceux qui ont maintenu la mobilisation d'heures. Donc, ils continuaient à sortir. Le nombre avait augmenté parce qu'il faut rappeler qu'à notre incarcération, c'était le début de l'été. Le début des vacances, le nombre de manifestants avait quand même diminué. Et après notre incarcération, le nombre avait quasiment doublé ou triplé. Donc, c'est là où on voit la grandeur de ce peuple qui sortait dans la rue. Et il sortait dehors tout en sachant qu'il pouvait le soir même se retrouver en prison et ils n'avaient pas peur de ça. Donc, le mérite, pour moi, ne nous revient pas à nous, mais revient à ces gens-là qui ont continué à croire en notre combat et qui n'ont pas baissé les bras, qui n'ont pas eu peur et qui ont animé ce coup de force entre le pouvoir illégitime et le peuple qui a voulu et qui a imposé sa volonté. Voilà. Samira, lors de la sortie de Amina Bouraoui, elle a parlé de maltraitance. Est-ce que vous avez subi la même chose? Alors, pour être honnête, moi, à ma rentrée en prison, donc j'avais une attelle au bras. Donc, j'ai pas subi la fouille telle qu'elle a été décrite. Cela étant dit, la fouille dont elle avait parlé, oui, c'est la procédure normale de n'importe quel détenu qui rentre en prison. Ils font ça avec tout le monde. Mais moi, la gardienne qui m'avait fouillé, donc en voyant que j'avais la telle au bras, que j'étais du Hirak, je vais dire qu'elle avait été un peu... Elle n'a pas été si agressive. Non, pas du tout. Elle était gentille, humaine avec moi. Par contre, l'agression que j'avais subie à Al-Harraj, c'était l'épisode du voile. C'était l'épisode du port du voile, de l'obligation de porter le voile. Donc, ça, c'était une chose que je ne pouvais pas accepter.
Et Vous pouvez nous raconter un peu brièvement c'était ce qui s'était c'était passé? le bras de fer avec l'administration et avec les gardiennes parce que je refusais à chaque fois de le mettre. Je ne l'ai jamais mis. Je n'acceptais pas le fait qu'on m'imposait ça, hein, parce que c'est vrai qu'en voulant me convaincre de le porter, on me disait que ici même les chrétiens le portent, même donc c'est pas un truc religieux. Et je disais non, il n'en est pas question. C'est vrai que vous m'avez ramené ici, bon, même si l'administration de la prison n'avait rien à voir dans mon incarcération, mais c'est vrai que j'étais là et on m'a privé de ma liberté, mais on n'allait pas me priver ni de ma dignité, ni de mes convictions personnelles. Et c'est vrai que là, l'apport des avocats était de... Les avocats et la presse aussi, qui en avaient quand même parlé, a été d'une grande aide pour moi sur ce. Donc, vous militez à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Ah Attendez, oui, c'est l'impact. clair. Ah Ah, non, quand on rentre en prison pour ce genre d'affaires, on se dit pas qu'on est détenu et on commence à pleurer sur son sort, hein. Dès que tu franchis le seuil de la porte d'Al-Harrach, tu te dis que là, c'est un autre combat qui commence. Maintenant, on ne sait pas à quoi ressemblera ce combat. En rentrant en prison, je ne savais pas que j'allais être séparée des garçons, par exemple. Je croyais que j'allais être avec eux du moment qu'on a été incarcéré pour les mêmes chefs d'inculpation. Je ne savais... Bon, après, vous me diriez que c'est Et peut-être... puis quoi encore? Oui, voilà. Oui, mais oui, sur le champ, j'avais même posé la question, genre, est-ce que vous allez me séparer des autres? Parce que dans mon groupe, on était 4 et voilà. Donc là, c'était OK. On met interdiction de leur parler à partir de maintenant. C'est bon, donc là, c'était un choc. Et en rentrant en prison, le lendemain, on découvre ce truc fou du voile. Et là, c'était la goutte qui a fait déborder le Samira, vase. Samira, tout ce que vous avez vécu pendant cette période, est-ce Kima Hakim, ça vous a renforcé, ça a renforcé votre engagement et votre expérience parce que vous êtes jeune, ou les trafics, oui. Non, c'est clair, Hassi. Le militantisme de Samira Msoussi n'a pas commencé le 22 février, même si je n'ai pas un parcours très lent de militante, mais quand même, j'ai été dans l'opposition depuis quelques années déjà. Et quand on est dans l'opposition, on combat le pouvoir parce qu'on estime qu'on n'est pas d'accord avec ni avec son projet, ni avec ce qu'il fait, ni avec ses visions, ni. Et c'est tout. On a notre projet, on a notre vision des choses. On essaie de changer les choses à notre manière et telle que l'on peut. Mais quand on subit l'arbitraire directement, là, je crois qu'on devient plus radical dans ses positions. Euh, nous savons ce qu'on combat. Finalement, ce pouvoir est dangereux. Pourquoi? Parce que voilà où je suis. Parce qu'il a incarcéré des innocents, parce qu'il continue à le faire, parce que même... Donc là, c'est vrai que c'est un autre sentiment de... On continue à militer, mais on continue à militer avec De maturité. plus de maturité et plus de volonté pour en finir avec ce système. Parce que finalement, on se rend compte que oui, ce système constitue un danger pour le peuple. Oui, ce système n'a plus rien... Bon, il n'a jamais offert quelque chose au peuple, mais aujourd'hui, il devient, si je puis dire, mortel pour la nation algérienne. Donc oui, comme l'a dit Hakim tout à l'heure, la prison d'Al-Harrach a été une école révolutionnaire pour beaucoup d'entre nous. Merci de nous avoir partagé ces souvenirs, ce vécu. Donc, j'aimerais revenir sur les questions d'actualité. Hakim Rahistin, les questions d'actualité. Donc, Hakim, نبدأ بك.
concernant l'actualité, le pouvoir qui utilise le Covid, la crise sanitaire, pour augmenter son rythme de répression, pour étouffer la révolution de février, mais aussi le citoyen. Parce que les citoyens, et même les mecs qui participent, même s'ils sont minoritaires, mais qui participent le mouvement révolutionnaire, sauf qu'aujourd'hui, il est étouffé par le pouvoir. Ou le pouvoir qui utilise une crise sanitaire pour des fins politiques. C'est le pouvoir algérien, c'est un pouvoir machiavélique, c'est un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir policier, c'est un pouvoir comme est le pouvoir algérien depuis 62, un pouvoir qui gère par la violence, un pouvoir qui est né par la violence, qui gère par la violence et qui, j'espère, ne mourra pas par la violence. Voilà, donc c'est un pouvoir sournois, c'est un régime sournois qui ne lésine pas sur y compris une pandémie pour pouvoir asseoir ses forces ou sa force. Je ne dirais pas bien sûr sa légitimité, mais sa force. C'est quand même extraordinaire, mais en même temps, moi, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est extraordinaire de voir que quand la population et le Hirak lui-même, les Hirakistes eux-mêmes, ont appelé au gel des manifestations et non pas du Hirak. Ce n'est pas le Hirak qui a été gelé ou qui s'est arrêté, ce sont les marches. Quand les Algériennes et les Algériens eux-mêmes appellent au gel, que le pouvoir et que le gouvernement, le pouvoir, les représentants légaux, entre guillemets, du pouvoir, arrivent après pour commencer un petit peu la gestion. Mais la gestion sanitaire, si l'on peut dire. Mais en tout cas, moi, ça ne m'étonne pas. Ce pouvoir, en fait, a utilisé, comme tout le monde le sait, ce n'est pas un scoop, mais continue d'utiliser le confinement, le couvre-feu, enfin, tous les moyens sont bons pour réprimer à plusieurs niveaux, justement. Donc, il y a la répression des militants et des personnes plus ou moins qui sont plus ou moins connues dans une première étape, voilà. Et ça, je parle à partir de la pandémie, à partir du début de la pandémie. La crise sanitaire. La crise sanitaire, merci. Ensuite, effectivement, il fait passer en douce, Firmban, en pleine pandémie, ces amendements au code pénal pour empêcher les citoyens d'avoir à dire avec leurs mots, et leur manière de le dire, de critiquer ou d'amener une réflexion ou une pensée ou une opinion, y compris critique, sur le pouvoir et sur les représentants visibles du pouvoir et sur le gouvernement ou le chef de l'État. Donc voilà, c'est le MSS, non, le MSS, également atteinte à l'image du chef de l'État, il l'appelle du président, j'ai du mal à le dire, etc. Donc ça c'est encore une fois une répression politique d'un autre échelon. Après les militants, troisième étape, maintenant, ils sont passés à la répression des citoyens, tout court, qui essayent de montrer des dysfonctionnements qu'il y a dans la société, que ce soit dans les hôpitaux ou dans d'autres endroits. Ce que nous pouvons constater, en fait, c'est que ce pouvoir essaye le plus possible et dans le plus court temps possible de faire peur aux Algériens, de faire peur aux Algériennes, parce que dans sa tête, il pense préparer l'après-pandémie, l'après-corona, l'après-crise sanitaire et faire en sorte que le Hirak ne reparte pas, ou en tout cas que le Hirak tel qu'il était ne reparte pas. Voilà, donc c'est la répression à tous les échelons. Personnellement, même si je ne m'attendais pas à autant, en tout cas, et surtout les dernières semaines de répression,
mais ce n'est pas si étonnant parce que c'est un pouvoir qui n'a toujours vécu, je ne vais pas rappeler tous les épisodes, 2001, 88, etc., 80, etc., etc., auparavant, mais qui a toujours réprimé par la violence. Et étant donné que justement cette révolution, elle est populaire, elle est nationale, il ne peut pas juste réprimer, j'allais dire, Samira Msoussi ou Fersaoui Abdel Wahab ou la Djawadi ou des têtes connues. Il faut, en tout cas, taper le plus large possible pour asseoir sa suprématie par la force. Donc, et continuer les emprisonnements, etc. Moi, on parlera à un moment, je suppose, de l'avenir, mais je pense que nous devrons, au moment de la reprise, j'espère le plus vite possible, mais la reprise des marches du vendredi, du mardi et de d'autres jours, pourquoi pas, je pense que nous allons vivre de gros moments de répression. Et je pense qu'il est possible aussi que les prisons se remplissent de nouveau telles qu'elles se sont remplies de dizaines de personnes à partir du 21 juin 2019. Parce que les gens vont vouloir sortir, c'est une évidence, pour continuer et encore plus pour dénoncer cette politique de la gestion gouvernementale du Covid, etc. Donc, et le pouvoir ne va pas accepter ça parce qu'il a sa feuille de route, parce qu'il a sa constitution, parce que, etc. Je pense que le pouvoir n'a pas fini de réprimer et ce n'est pas parce qu'il a relâché un certain nombre de personnes qu'il n'aurait jamais, il ne faut jamais oublier ça, qu'il n'aurait jamais dû mettre en prison, que c'est pas qu'il essaye, qu'il ne va pas continuer sur la répression. Donc voilà, c'est pas si étonnant, c'est un pouvoir répressif qui ne travaille pas dans le dialogue, on le sait depuis toujours, comme le disait Sabira tout à l'heure, qui ne travaille pas dans le dialogue et dans l'échange et dans, et dans la construction avec sa population. Et je dirais qu'il est encore je ne veux pas me retrouver encore les prochains jours devant un juge comme ça m'est arrivé la dernière fois, puisqu'il me reprochait, enfin, je ne vais pas tout divulguer, mais il me reprochait de dire de certaines choses. Mais, comment dire, il a raté une occasion. En tout cas, ce pouvoir, ce gouvernement, M. Tebboune, ont raté une occasion de se rapprocher, d'essayer à l'aqal de se rapprocher de la population et d'aller un petit peu dans le sens du Hirak, ou en tout cas d'une partie du Hirak. Parce que ce n'est pas en réprimant les gens, ce n'est pas en les laissant à eux-mêmes pendant des mois face à cette pandémie, ce n'est pas en mettant les gens en prison, ce n'est pas en réprimant la presse électronique particulièrement, en tout cas, ou les journalistes libres et indépendants, qu'on arrivera à mettre de son côté. Donc, en fait, ce pouvoir, il aurait pu, d'une certaine manière, ce gouvernement et son chef auraient pu passer de l'étape Gaïd Saleh, décembre-janvier, à une autre étape, y compris avec l'arrivée du Covid, pour essayer de mettre de son côté, encore une fois, la population. Eh bien, non seulement il ne l'a pas fait, mais il est presque en train de rivaliser avec ce qu'a fait Gaïd Salah. Parce que la répression que nous vivons depuis janvier, février, mars, et en particulier depuis le début de cette pandémie, de cette crise sanitaire, elle est, on ne le dira jamais assez, elle est extrêmement forte. Voilà, elle est extrêmement forte. Donc, ce pouvoir a encore une fois, mais ce n'est pas étonnant vu sa nature, a encore une fois raté l'occasion de se rapprocher de sa population et d'aller dans le sens d'un meilleur vivre ensemble, ce que je ne pense pas possible, mais au moins il aurait pu essayer. Voilà. Merci. Samir Msoussi, واش رايك في le pouvoir qui utilise la crise sanitaire pour des fins politiques? Enfin, pour la répression, carrément. C'est pas que des fins politiques. Ça, c'est clair. La répression a toujours été la marque de fabrique du système algérien depuis toujours. Ça a toujours été
comme ça. Concernant cette pandémie, on voit que le monde entier s'est entraidé avec le peuple. Donc, chaque pays s'entraide avec son peuple pour combattre la pandémie que connaît l'humanité actuellement. Sauf l'Algérie, hein, qui utilise cette pandémie pour se venger et des militants et de la révolution et pour emprisonner des gens et pour faire taire des voix, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec Hakim quand il dit ce pouvoir a raté une occasion de se rapprocher du peuple. L'objectif du pouvoir algérien n'a jamais été de se rapprocher du peuple, mais de se maintenir au pouvoir avec n'importe quel moyen, quitte à ce qu'il n'y ait plus aucun Algérien sur la terre algérienne. L'essentiel pour eux, c'est de rester au pouvoir. C'est de réprimer comme ils le font actuellement. Et maintenant, on voit que les peines commencent à s'alourdir parce qu'à notre période, c'était pas plus de 6 termes. Maintenant, on voit des condamnations avec 1 an de prison, 18 mois. Donc, les condamnations commencent à s'alourdir. Et quand Hakim nous dit que le chef de l'État actuellement aurait pu sortir de l'épisode Gaït Salah, non, c'est toujours le même système qui règne. C'est toujours le système de Bouteflika qui est là, c'est toujours le système de Gaït Salah. Parce qu'il faut le dire que le peuple algérien, quand il est sorti le 22 février, c'est vrai qu'au départ, le peuple était sorti pour être contre le cinquième mandat. Mais après, exactement. Mais après, on n'arrêtait pas d'exiger le départ du système et non pas le départ de certaines figures. Parce que pour moi aujourd'hui, le système de Tebboune, c'est le même système que celui d'avant et c'est le même système qui règne en Algérie depuis 62, si ce n'est depuis 57, hein, si on veut remonter avant. Donc, ce pouvoir, pour réprimer, il est prêt même à pousser les gens à aller vers la violence. Et ça, on l'a vu lors du 19 mai, normalement, le 12 ou le 19. Le 19 juin, voilà. Le 19 juin, lorsque moi, j'étais à Tizi Ouzou, et j'ai vu que c'est vrai que la population n'allait pas manifester pour raison de Covid, pour raison de la crise sanitaire. Et on voit la ville de Tizi Ouzou qui a été assiégée par toutes sortes de services de sécurité. Donc, il y avait les policiers, la BRI, les casques bleus, la gendarmerie, tout le monde était là. Et c'était les forces de sécurité qui avaient poussé les gens à manifester. Pourquoi? Parce que dès 8 heures du matin, ils avaient commencé à embarquer des gens qui étaient sortis soit pour faire des courses, qui étaient sortis comme chaque jour parce qu'il n'y allait pas y avoir de manifestation. Et donc, c'était eux qui avaient poussé à ce que cette manifestation ait lieu et ils ont commencé à réprimer, ce qui a poussé à ce qu'il y ait une dizaine d'arrestations, plus d'une dizaine, et une dizaine de comparutions de citoyens. Par la suite, l'Ijazouk dans le tribunal Tizi. Donc, on voit que le pouvoir algérien, la violence a toujours été sa politique. La violence a toujours, il s'y connaît, c'est son domaine à lui. Donc, il pousse les gens vers la violence parce que la violence, lui, il s'y connaît. Donc, c'est pour ça parce qu'il faut savoir que notre incarcération, nous, au départ, c'était pour faire peur, pour arrêter la révolution que vivait le pays. Donc, on a vu, ils ont vu qu'ils avaient échoué. Et actuellement, la répression, et ça, c'est tout le monde qui est d'accord sur ce point, est faite pour se venger des militants, des activistes, des gens qui osent dire ce que tout le peuple pense tout bas.
Bon, non, non, pense tout, hein, parce que tu peux dire la même chose que quelqu'un d'autre, mais l'autre, il est incarcéré et pas toi. Donc, Les plus en vue, les plus en vue. ils sont, ils sont dans une folie de vengeance. Le pouvoir actuel veut à tout prix se maintenir au pouvoir. Il veut pousser le peuple vers la violence. Donc, l'intelligence, parce que si la révolution algérienne a émerveillé le monde entier, elle l'a fait par le pacifisme des manifestations. Vous voyez des millions de gens qui étaient dehors sans qu'il y ait un arbre touché. Donc, il faut continuer avec cette intelligence. Il faut rester Le il faut pacifisme. garder le caractère pacifique de nos manifestations et il faut apprendre à débattre sereinement. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, quand il veut, par le biais de ses relais, s'attaquer à la révolution actuelle, on nous dit oui, depuis plus d'un an, mais vous n'avez rien proposé. Il n'y a pas de proposition concrète, il n'y a pas de débat. Et quand il y a un débat sur un point bien précis, on voit les doubebs qui commencent à s'attaquer. On nous dit que les intellectuels algériens se sont mis de côté et ont abandonné en quelque sorte la révolution. Et quand les intellectuels parlent, on les traite de tous les noms. Ioulou, c'est des traîtres. Ioulou, c'est Ayadil Kharidjia. Ioulou. Donc, on voit que quand des intellectuels parlent, quand des débuts de sortie de crise, des débuts de propositions commencent à naître, on voit la panique au sein du pouvoir qui se revendique par les réactions sur soit les réseaux sociaux ou là, sur les chaînes de télévision ou là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit apprendre à débattre sereinement. Les forces vives du pays doivent se mettre autour d'une table. C'est vrai que les préalables démocratiques doivent être des conditions et doivent être le, la base de laquelle on va commencer à construire. Parce qu'aujourd'hui, la construction de l'Algérie est un moyen, est une chose très sérieuse. On ne peut pas s'adonner au discours populiste qui a nourri. D'ailleurs, le pouvoir algérien, depuis toujours, le seul discours qu'il a eu comme discours politique, c'est le discours populiste. Et ça, on en est normalement tous Conscient. d'accord. On en est conscient aussi. Donc, tout ça, on, on doit être objectif, on doit poser les choses d'une manière calme, d'une manière objective. Samira, nous allons revenir sur ces points. Bark Moukbil, vous avez parlé sur d'autres méthodes de militer ou là, de tenir la pression du Hirak. Sur quelle méthode vous voulez partir, surtout dans ces temps de crise? Justement, parce que déjà, je ne sais pas si vous avez suivi le début de la pandémie, j'étais parmi les gens qui avaient dit que maintenant que la pandémie est là, maintenant que nous ne pouvons plus sortir dans la rue pour notre bien-être, parce que oui, c'est bien de militer, mais il faut d'abord être vivant pour le faire. Euh, J'étais parmi ceux qui avaient dit qu'on va utiliser cette période de confinement, même si le pouvoir algérien n'a jamais confiné quoi que ce soit, il nous a mis dans un couvre-feu qui risque de durer très, Très très longtemps. longtemps. Voilà, mais d'utiliser cette période pour entamer des débats sereins, parce qu'il faut savoir que la révolution, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une période de temps courte. Donc, on doit prendre le temps qu'il faudra, mais On doit avancer. on doit avancer et on doit parler de tout pour ne pas sortir de cette révolution vers une autre révolution. Parce qu'aujourd'hui, quand on aborde certains sujets, on a des personnes
des démocrates non pratiquants ou là des gens d'une certaine idéologie, pourquoi pas, qui nous interdisent de parler et d'aborder tous les points dont il faut parler actuellement en nous disant que ce n'est pas le moment. Eh bien non, aujourd'hui c'est le moment de parler de tout. Aujourd'hui c'est le moment d'aborder tous les sujets. Aujourd'hui c'est le moment de rebâtir l'Algérie de la base. Aujourd'hui c'est le moment de reposer les fondements de cette démocratie que l'on veut. Parce que le peuple, quand il est sorti avec des slogans clairs, Algérie libre et démocratique, État civil et non militaire. Qui dit État civil dit État démocratique. Qui dit État démocratique dit fondement démocratique. Qui dit fondement on va démocratique. revenir sur ces points. On va revenir Voilà. sur ces points. Donc, en fait, tout est lié. Tes questions, tout est lié. Donc, on je Hakim par rapport à ces autres méthodes de militer pendant cette crise et comment on voit l'avenir du Hirak. Surtout que le pouvoir essaye de nous garder confinés au maximum possible. Madame Behou, l'éternel confinement. Pour qu'il n'y ait pas sur la question de tout à l'heure, aurait pu le pouvoir, aurait pu. Non pas que personnellement je crois à ça, je l'ai dit à la fin de mon intervention. Je pense que ce pouvoir, il est buté et que il essaye en fait de confiner tout le monde depuis 57-62. Voilà. Hein. J'ai même pas fait de lettre comme et laissez-moi faire dire collège. Donc je dis s'il avait eu l'once d'une possibilité, s'il avait eu l'once d'une intelligence de se rapprocher à sa population, il aurait pu le faire justement pendant ces 3 mois. Mais à la fin de mon intervention tout à l'heure, j'ai dit que de toute façon, personnellement, j'y croyais pas. Et il est dans la suite logique, de ce qu'il est et de la répression qu'il a toujours pratiquée et que je pense qu'il continuera malheureusement à pratiquer. Et c'est à nous de travailler à déjouer ces pièges et ces différentes formes de répression et de jeter la suspicion sur le Hirak ou sur des gens du Hirak, etc., etc. En ce qui concerne, et c'est une partie de la réponse sur l'avenir du Hirak, l'avenir en tout cas, on espère pas très lointain du Hirak et pas seulement les marches, je pense que malgré tout, ça n'a pas été que négatif, cette halte. On la paye très cher, le Hirak, ou en tout cas les marches la payent très cher. On ne sait pas ce qu'il en adviendra, même si on a des espoirs de reprise à l'avenir. Mais en tout cas, il n'y a pas que du négatif. Il y a eu aussi la possibilité qu'on s'arrête à un moment, les uns et les autres, collectivement, individuellement, forcés, contraints et forcés, et qu'on ait un temps de réflexion et ensuite un temps de dialogue et de discussion comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui ou à d'autres occasions. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas fait suffisamment, loin de là, loin de là. Il y a eu des tentatives, j'y reviendrai, il y a eu des choses qui ont été faites, mais le Hirak, et avec tout ce qu'il brassait comme monde, n'a pas suffisamment, il n'y a pas eu suffisamment de temps de réflexion, il n'y a pas eu suffisamment de temps d'échange et de débat pendant que nous marchions, voilà, pendant, en tout cas jusqu'à début de la pandémie. Donc, il est en train de préparer, enfin la situation actuelle qu'on vit un peu de manière forcée, enfin beaucoup de manière forcée, doit nous aider et est en train de nous aider à préparer la prochaine étape. Comme l'a dit Samira, et je partage, les choses doivent être discutées. Les sujets, y compris certains sujets qui peuvent être tabous et qui ont toujours été considérés comme tabous, doivent être discutés de la même manière, je dirais, que nous les discutions dans les forums, dans la rue, dans les collectifs, sur la question de la femme, sur la question de la place de la religion, etc. Même si ça n'a pas été suffisamment fait, nous les discutions. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nous devrions nous taire sur des sujets qui peuvent fâcher. Par contre, il faut le faire sans anathème,
il faut le faire sans insulte, il faut le faire sans provocation, il faut le faire sans accusation, et encore moins des accusations gratuites. Il faut avoir raison gardée et savoir que, en fait, chacun a son projet de société. Les millions de personnes qui ont marché en Algérie pendant plus d'un an et ailleurs n'avaient pas tous le même projet de société, n'ont pas tous le même projet de société, et en tout cas, il y en a aussi même qui n'ont pas de projet de société. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait se taire. Moi, j'avais mon projet de société bien avant le Hirak pour lequel je me bats. Voilà. D'autres sensibilités, d'autres idéologies ont le leur et ils se sont toujours battus également dans le sens de leur vision de la société. Voilà. Donc, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on devrait le taire, mais toujours insister sur le fait de le faire de manière responsable, de le faire de manière responsable. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, tout aussi important que le premier, c'est que de toute façon, il y a, pour reprendre le même terme, les préalables démocratiques. Voilà. Il y a des principes qui sont immuables et qui le seront avec qui que ce soit aussi longtemps que nous pourrions, ou en tout cas que je pourrais vivre et continuer à militer. Voilà. C'est des choses sur lesquelles quand je faisais le Hirak, quand je participais au Hirak, quand je prenais la parole, je parlais de la condition de la femme. Par exemple, on ne prend qu'un sujet, qui est quand même un sujet fondamental parce qu'il définit la société. Ce n'est pas un cadeau que nous faisons pour la femme, c'est la question de la place de la femme définit la société que nous voulons. On prenait la parole sur ces sujets et sur d'autres. On continue à essayer le plus possible de le faire, mais il y a la question des préalables démocratiques et c'est le minima sur lequel nous devons nous entendre. C'est le minima sur lequel nous devons nous entendre. C'est en tout cas personnellement ce que je prône. Et ceux qui ont des idéologies, ceux qui voient une autre Algérie que ce que nous voyons, ou même si elle ne se ressemble pas à 100%, mais que globalement nous entrevoyons et ce pourquoi nous nous battons, eh ben, il faut qu'ils se mettent dans la tête que de toute façon, il faudra passer par ces préalables démocratiques pour qu'ils puissent prétendre un minimum après, éventuellement, à continuer de véhiculer leur idéologie. Voilà, c'est à véhiculer leur idéologie. Donc, voilà sur la question du moment. En ce qui concerne, encore une fois, la question de l'avenir du Hirak, il y avait déjà des initiatives qui ont tenté de voir le jour depuis à travers des collectifs, etc. Ces initiatives, aujourd'hui, à travers le moyen de communication qui nous lie aujourd'hui, sont en train d'être travaillées. Ça veut dire qu'il y a des initiatives en préparation. Parce que nous ne pouvons pas rester. Est-ce que vous avez posé tout à l'heure la question au début de l'émission, est-ce que vous vous êtes donné toutes les armes? Donc, il faut aussi se donner de nouvelles armes et des propositions doivent émaner de la société. Des propositions qui ont existé auparavant. Il y avait des collectifs, il y avait des regroupements de partis politiques, il y avait des partis politiques, etc., des associations, il y a des citoyens qui avaient des propositions. Mais elles n'ont pas suffisamment, comme je le disais, on n'en a pas suffisamment entendu parler, ou en tout cas dans la société. Il faut, à l'avenir, à mon avis, de manière relativement urgente, travailler et faire réussir ces initiatives. Voilà. Et je sais, personnellement, Samira probablement le sait aussi, enfin, pas probablement, très certainement, il y a des initiatives qui sont en préparation, qui regroupent de grands pans de la société civile, qui regroupent des militantes et des militants, d'anciens détenus, puisqu'on aime bien mettre ça en avant, qui regroupent des collectifs, des associations, des syndicalistes, des syndicats, des militants politiques, etc. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de nouveau sur la table posée une nouvelle feuille de route qui, je l'espère, je le pense, mais je l'espère surtout, qui siera et qui conviendra, en tout cas, à la majorité
du peuple algérien. Parce que le pouvoir, il a sa feuille de route. Nous, le Hirak, doit avoir aussi sa feuille de route indépendamment de nos orientations politiques, indépendamment de nos orientations idéologiques, mais toujours avec ses préalables démocratiques. Voilà. Donc, le Hirak va, le moment venu, reprendre les marches. Je l'espère, même si, comme je l'ai dit, je pense qu'il y aura aussi de la répression, beaucoup de répression, et surtout au début, mais il faudra aussi, et ça c'est fondamental, qu'il amène le pouvoir à s'intéresser, à voir de plus près les propositions qui sont faites par la société, ça veut dire la feuille de route alternative à celle que nous présentent les autorités. Et à partir de là, on sera plus d'égal à égal pour faire le choix pour ceux qui veulent faire le choix de l'orientation du pouvoir ou faire le choix de l'orientation d'une majorité de la société, et en tout cas du Hirak. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'islamisme, le danger du retour de l'islamisme du Hirak. Beaucoup d'intellectuels tels que Saïd Saadi, Amin Zawi, Saïd Jabal Khair nous alertent par rapport à ça, par rapport à ce retour et l'urgence que le Hirak se mette d'accord sur des préalables, sur un SMIG démocratique. Que pensez-vous du danger? Est-ce qu'aujourd'hui, l'islamisme a la possibilité de revenir avec la même force des années 90? نبدأ بك monsieur Hakim ومن بعد نروح عند سميرة مسوسي. Moi, je pense que l'islamisme, même s'il a été vaincu militairement, mais a toujours représenté un danger. Voilà, il est là, même si j'entends l'Adden pendant qu'on parle de ça, mais l'islamisme n'étant pas l'islam, pendant qu'on est en train de parler juste sur ce point. Bien sûr, c'est très utile de rappeler les gens que ce n'est pas la même chose. Malheureusement, c'est encore utile, mais bon, ça devrait paraître évident. Mais l'islamisme n'étant pas mon idéologie, je pense que l'islamisme, de toute façon, est un danger pour toute société, comme il le fut dans les années 90. Il continue, en tant qu'idéologie, en tant que pensée politique, il continue d'être, étant donné que en tout cas pour moi, que ce n'est pas c'est pas ma tasse de thé, c'est loin de le dire, mais il continue d'exister et il continue dans la société, aidé en cela par le pouvoir. Il ne faut jamais oublier que ce pouvoir a marché à pouce-pouce, a marché de la main dans la main avec l'islamisme, justement pour faire taire l'option démocratique ou pour faire disparaître l'option démocratique. Donc, pour revenir plus clairement à votre question, et je n'échappe pas à la réponse, oui, ça représente, mais ça a toujours représenté. Il est là, l'islamisme est là et fait partie encore de notre société. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais aujourd'hui, à partir du moment où les préalables, et j'insiste sur ça, nous insistons sur ça, vous l'avez dit vous-même, Samira Msoussi l'a dit tout à l'heure, ce sont les préalables. Je veux dire, personnellement, je ne pourrais m'asseoir avec aucune personne ou signer aucun document qui ne définisse pas les préalables démocratiques. Voilà. Je peux, à partir du moment, et ça va pas étonner, mais je peux m'asseoir avec des courants politiques qui ne sont pas les miens, des courants idéologiques qui ne sont pas les miens, dans un cadre bien précis, dans un cadre d'une conférence nationale, justement pour des propositions et nous l'avons fait, des propositions de feuilles de route, etc., parce qu'ils sont une composante, et même non négligeable dans notre société, mais en aucun cas, je veux dire, le préalable des préalables, ce sont les questions démocratiques et les principes démocratiques et les questions de valeurs que nous véhiculons et pour lesquelles nous nous battons. Donc, oui, ça continue d'être en danger. C'est même pas le retour. Moi, j'ai jamais vu l'éloignement du spectre de l'islamisme
sur le paysage politique, dans le paysage politique algérien. Alors qu'après, quelle que soit la nature avec la forme avec laquelle il se présente, pour moi, ça ne dit pas parce que le fond est toujours le même. Cela étant dit, j'insiste, parce que je sais que ça fait débat, personnellement, je ne les exclus pas de notre société. Je ne les exclus pas de notre société. Je ne peux pas leur refuser le droit à la parole. Je reste ferme sur nos valeurs, sur nos principes démocratiques, et plus le terme valeur est encore plus adéquat. Mais en ce qui les concerne, je ne peux pas aujourd'hui les nier. Bien évidemment, le moment venu, parce que quelle Algérie nous voulons, quel État nous voulons, quelle société nous voulons, il faudra débattre, et je pense que c'est un peu plus clair avec ce que je viens de dire, de la question et du rôle de la religion, et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous le disons, ça fait belle lurette que nous le disons et que nous le crions, du rôle de la religion dans la politique, voilà, dans la politique et même dans la société en elle-même, Il faudra bien arriver à ce point qui, je pense, devra intervenir à un moment, j'espère, quand nous serons dans une situation de pouvoir discuter, de pouvoir débattre de manière plus, dans une situation et d'un État plus démocratique. Samir Msouci, que pensez-vous de l'islamisme qui, enfin, beaucoup plus aujourd'hui de l'organisation Rachet qui essaie de regrouper tout le Hirak autour de lui? Est-ce un danger? Est-ce un retour? Quand je disais retour, ce n'est pas le retour de l'intégrisme dans la société, mais dans sa volonté de prendre la gouvernance du pays. Samir Msouci. Est-ce un danger? N'est pas un danger? Non, l'islamisme politique est un virus. Ça c'est connu. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'islamisme politique, quand on parle d'islamisme politique, on ne parle pas forcément de l'islam. Mais généralement, quand la religion rentre dans le domaine politique, ça devient un danger. Quitte à voir les pays développés aujourd'hui, quand est-ce qu'ils se sont développés, c'est au moment où l'Église, où la chose politique a été enlevée à l'Église. Donc ça relève de l'histoire, mais il fallait juste le rappeler. Mais le danger que constitue l'organisation que vous venez de citer est dans le fait de créer des amalgames parce que débattre, c'est bien, mais créer des amalgames, c'est vicieux. Moi, je trouve que carrément, c'est vicieux. On ne peut pas leurrer les gens en leur mentant. On ne peut pas, on n'a pas le droit, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est en train de construire une Algérie à laquelle aspire le peuple algérien. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. On ne peut pas s'adonner à un discours populiste et on ne peut pas leurrer tout le monde. On ne peut pas créer des amalgames et sur des concepts en disant que l'organisation que vous venez de citer a le droit de défendre son idéologie, mais quand c'est quelqu'un d'autre, on le taxe tout de suite de quelqu'un qui veut diviser le Hirak, c'est pas le moment de parler des idéologies, etc., etc. Tout d'abord, c'est quoi une idéologie? Moi, aujourd'hui, je veux comprendre, parce que quand on voit les débats qui commençaient à s'endurcir sur les réseaux sociaux, on fait une petite recherche et on essaie de trouver c'est quoi ces idéologies qu'on nous interdit aujourd'hui d'évoquer. L'idéologie relève du domaine des projets politiques. L'idéologie, demain, quand on construira cette Algérie sur des bases saines, sur des bases fortes, sur les préalables démocratiques, demain, quand il y aura des élections libres et indépendantes, quand il y aura des candidats à la présidentielle, chacun défendra son projet de société qui relève de l'idéologie. Donc, chacun défendra son idéologie. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que les préalables démocratiques, et quand je dis les préalables démocratiques, je parle
précisément de la laïcité qui dérange aujourd'hui, que quand on aborde ce sujet, on devient tout de suite athée, on devient tout de suite un danger pour la révolution actuelle. On veut nous faire croire que la laïcité, c'est une idéologie. Eh bien non, excusez-moi. Excusez-moi, les préalables démocratiques ne sont pas une idéologie. La laïcité n'est pas une idéologie. L'idéologie, on peut se revendiquer d'une idéologie quand on se dit être de droite, de gauche, du centre-gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Ça, c'est de l'idéologie. Mais les préalables démocratiques tels que la liberté d'expression, les droits de l'homme, l'égalité des sexes, C'est le libre arbitre. Ça, c'est des mécanismes qui nous permettront demain de défendre les populations d'un éventuel abus de pouvoir des gouvernants. Les préalables démocratiques, tu vas utiliser la démocratie pour avoir le pouvoir. En fait, tu vas utiliser cette démocratie pour imposer ta dictature demain. Donc, les préalables démocratiques dont fait partie la laïcité sont là pour mettre pour défendre en quelque sorte le peuple, parce que le peuple, quand il est sorti, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sorti en criant Algérie libre et démocratique, libre et démocratique, état civil et non pas militaire, c'est les préalables démocratiques. Maintenant, que ceux qui défendent un État théocratique aient le courage de l'assumer et le courage de le dire, il n'y a pas de souci. Et on va en débattre parce que درك اللي تروح تهضر معاه يقول لك خلاص معليش صندوق يفرق بيناتنا. لا صندوق يفرق بيناتنا. Oui. أي صندوق. أي صندوق. Non, mais أي صندوق et aussi je ne te permettrai jamais d'utiliser la démocratie pour laquelle je me bats aujourd'hui pour imposer ta dictature demain. Ça, on doit être d'accord sur ça, quitte à parler, quitte à débattre, mais il faut éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours populiste. Donc, je vais servir, moi, des discours à la carte. Ça, je m'interdis de le faire par honnêteté citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que l'Algérien qui est à Tamanrast doit comprendre les choses de la même manière que l'Algérien qui est à Tizi Ouzou ou à Alger ou à Constantine. Donc, je ne vais pas, parce qu'aujourd'hui, je suis avec vous, défendre la laïcité, etc., etc. Mais demain, quand une radio ou une page pro-idéologie quelconque, je vais changer de discours. On doit éviter ça, on doit être sérieux dans nos propos, on doit être responsable. Parce on doit assumer nos propos. Quand même, on doit assumer et on doit être responsable parce qu'aujourd'hui, on est responsable devant la société, mais demain, nous allons être responsables devant l'histoire. Et ça c'est une responsabilité lourde de taille. C'est pour cela que tout à l'heure, quand vous parliez de l'avenir du Hirak, et là je vais rebondir sur l'avenir du Hirak, Hakim tout à l'heure avait dit qu'il y avait des initiatives mais qui n'avaient pas abouti à quoi que ce soit. Moi je dis que oui, on a vu des initiatives qui avaient été créées mais qui n'ont pas abouti à concrétiser les revendications du peuple. On doit se poser les questions pourquoi et on doit proposer une alternative. Donc pourquoi moi je considère que ces initiatives ont échoué ou n'ont pas atterri à concrétiser les revendications du peuple par la simple et bonne raison que ces initiatives n'étaient pas venues de la base populaire, n'était pas venu du simple citoyen qui sortait les vendredis lors des manifestations. Donc aujourd'hui, pour remédier à ça, moi je suis parmi ceux qui défendent la structuration
de base, le débat de base pour sortir avec une feuille de route, avec une charte nationale, avec tout ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, oui, on exige le départ du système, c'est bien, et ça, on est tous d'accord sur ça. Mais avoir une solution ou la proposer une solution ou la proposer un début de solution est encore mieux et meilleur. Et ça nous permettra d'avancer encore mieux dans notre processus révolutionnaire. Hakim, je te laisse rebondir parce que qui dit par Samira ou là, on va passer à une autre question. Ah, Euh, je pense que vous voudriez bien rebondir ou là, on passe à la représentation. non, à la représentation. Non, tu peux continuer. Non, Très bien. Donc aujourd'hui, نبدأ بك حكيم parce que Samira جبد ربيعية شوية. Non, non, ça Euh, va. La représentation, il y a d'organisations, de comités aujourd'hui qui veulent, qui proposent une solution de représentation, une façon de chapeauter le Hirak comme force parallèle au gouvernement actuel. Ou par exemple, il y a le CRUA qui essaie aujourd'hui de s'organiser à l'étranger pour créer une sorte de gouvernement provisoire qui va représenter le Hirak et que ça va être une sorte de force parallèle au gouvernement actuel. Euh, D'abord, la première chose, et c'est peut-être là où vous attendiez que je rebondisse sur les propos de Samira, mais bon, euh, c'est certes, il y avait des initiatives qui, moi, je ne suis pas là pour les défendre, je disais juste qu'il y avait des initiatives qui avaient eu lieu, mais et effectivement, il n'y avait pas, dans les initiatives, en tout cas politiques ou de partis politiques, il n'y avait pas suffisamment, et loin de là, effectivement, l'appui citoyen et l'appui populaire qu'il aurait dû y avoir. Mais il y avait et il y a en cours toujours la même chose, la préparation, et ça fait partie, en partie de la réponse d'ailleurs à votre question, des collectifs citoyens. Les collectifs citoyens, c'est quoi? Ça vient, je ne parle même pas d'associations ou de syndicats, mais des collectifs citoyens, c'est la base du Hirak. C'est ceux qui sont dans le Hirak, ceux qui étaient dans le Hirak, ceux qui participaient à faire vivre le Hirak. Ces initiatives n'ont pas pu, pour des raisons X et Y, on, et n'ont pas pu s'imposer, n'ont pas pu en tout cas s'imposer auparavant. Et c'est ce genre d'initiative, j'insiste, qui émane de la population, mais justement, il ne faut pas faire de populisme, et nous ne sommes pas là pour faire du populisme. C'est quoi émaner de la population? Ben, c'est des citoyens qui sont un peu plus engagés que d'autres. C'est des citoyens, sans même les appeler des militants spécialement, mais des citoyens qui participent dans des collectifs d'intellectuels, des collectifs d'artistes, des collectifs de profs d'université, des collectifs d'avocats, des collectifs de journalistes, des collectifs de quartiers, des collectifs d'étudiants, etc. Toutes ces personnes formant ces collectifs doivent aujourd'hui aller ensemble et sont en train justement de le faire, et ça a permis ça, cette situation de pandémie malheureuse, mais ça a permis ça, d'aller vers une sorte de conférence, une sorte de rencontre nationale, d'où émanerait une feuille de route consensuelle, une feuille de route justement qui serait censée représenter le Hirak. Et justement, le CRUA, moi, j'en pense que du bien. Franchement, j'en pense en tout cas et beaucoup de bien. Malheureusement, je crois qu'ils sont beaucoup plus, enfin en tout cas en termes organisés, et il y a en bonne partie la, enfin je veux dire, les raisons sont claires pourquoi, mais ils sont essentiellement en termes organisationnels à l'étranger. Voilà. Donc, et justement, je pense que l'intérieur doit donner son avis. Je sais, par exemple, qu'ils sont en train de préparer, en tout cas, c'est ce que on a eu vent de ça, de préparer des rencontres internationales, ou pour ne pas les appeler un congrès, etc., à l'extérieur, prochainement, au mois d'août, je crois, dans une capitale européenne.
ce qui est une très bonne chose, mais les décisions doivent impérativement, obligatoirement prendre en considération ce qui, la vie fondamentale ici des Algériennes et des Algériens à l'intérieur de l'Algérie. Voilà, je ne vais pas revenir sur la fameuse la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, etc. Mais c'est fondamental ce que font les gens dans le CRUA. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié beaucoup de leurs initiatives, ou en tout cas beaucoup de leurs réflexions et les textes qui proposaient, etc. Mais quant à aller à faire pour revenir à votre question précise, par exemple une sorte de gouvernement à l'étranger, why not? Pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait la vie et la participation des Algériens et des Algériennes de l'intérieur, à la prise de décision, et si tel était le cas, une mise en place de structures comme celle-ci, qu'il y ait également la participation d'Algériens de l'intérieur du pays, qui puissent participer à ces structures. En tout cas, comment dire, c'est osé de leur part, et peut-être qu'effectivement et probablement ils se réfèrent au temps de notre guerre de libération, de la lutte d'indépendance, bien évidemment, mais la situation n'est pas exactement la même, que pendant la période 54-62. Donc, la situation n'étant pas la même, on ne peut pas appliquer exactement, faire du copier-coller, sans pour autant dire qu'ils le font, et du copier-coller de ce qui a été fait 54-62. Nous sommes aujourd'hui dans un pays indépendant, même il a qu'on a istiqlal, en fait c'est بالمعنى الحرية, mais aujourd'hui on a un État qui est reconnu, on a des institutions et une institution en particulier, celle issue du 12-12, qui est reconnue à l'extérieur. Donc ce serait difficile de faire un gouvernement à l'extérieur, en fait, qui aurait quel rôle? Voilà. Je pense que sur ce point, en tout cas, ce serait pour le moins très difficile, pour ne pas dire même, comment dire, contre-productif, ou en tout cas voué à la non-réussite. Sur ce point, en tout cas, le travail que fait le CRUA, ce qui n'empêche pas que je trouve qu'il apporte énormément, et ce n'est pas de la démagogie ce que je suis en train de dire, vraiment, depuis pas mal de temps, et que j'en terminerai au cas où il y a des gens du CRUA qui écoutent cette émission, et qu'ils gagneraient énormément à être plus connus, à l'intérieur de l'Algérie, parce que je trouve, moi, quand j'en parle avec les gens, il n'y a qu'une certaine partie de la population qui est très minime, qui connaissent le CRUA et qui connaissent ce que produit le CRUA. Donc, le CRUA aurait intérêt pour nous tous, et pas seulement pour lui, à se faire mieux connaître, se faire plus connaître en Algérie. En Algérie. Samira Msoussi, parce que le temps marche, je ne me bzaf pour clôturer. Samira, où est-ce? Oui, en fait, quand vous avez parlé de représentativité, il faut pas confondre représentativité et structuration. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel n'est pas dans la représentativité. On doit d'abord se structurer, on doit d'abord débattre, on doit d'abord sortir avec une feuille de route ou là. On doit d'abord passer par certaines étapes, quitte à partir à la représentativité, ça sera pour après. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est la structuration de base. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des initiatives, etc., que ce soit un regroupement de partis politiques ou là de personnalités, mais le peuple, le simple citoyen ne se sentait pas forcément concerné parce que ça ne le touchait pas, parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas discuté avec lui, on n'a pas essayé de voir ce qu'il veut, on n'a pas assez débattu des questions qui l'intéressent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'essentiel et le plus important, c'est d'aller vers une structuration, c'est de sortir avec une feuille de route, c'est de
poser les fondements démocratiques sur lesquels on parle depuis tout à l'heure, parce que comme l'Algérie, et ça on est tous d'accord, est en pleine construction, on doit poser ces fondements qui sont les préalables démocratiques. Et ça ne changera plus quand on se mettra d'accord sur ces conditions. Personne ne pourra les changer après. Et on avancera petit à petit. Parce que si on continue aujourd'hui d'écouter des organisations comme celle que vous avez évoquées J'avais tout cité à l'heure, tout à l'heure. exactement, voilà, on n'ira pas loin parce qu'on a vu, ce ne sont pas des organisations qui ont la culture du débat. Et ça, on l'a vu récemment, ce week-end. Dimanche, je crois, hein, à la place de la République, des gens ont été gazés à la bombe lacrymogène. On a vu des militants qu'on a empêchés de prendre la parole. Et d'ailleurs, je leur présente toute ma solidarité de cet endroit parce que oui au débat, mais non à ces pratiques, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites peut-être, mais on doit apprendre à s'écouter, on doit apprendre à débattre. Et d'ailleurs, là, je me rappelle, lors d'une formation que j'avais suivie avec le docteur Luna aussi, un acteur d'Avril 80, il nous disait que oui, aujourd'hui, c'est vous qui m'appelez à vous former. Demain, si un autre parti m'appelle, je le ferai. Après-demain, si un autre mouvement ou là m'appelle, je vais former ces militants pour que demain, lorsque vous allez vous rencontrer sur le terrain, vous allez débattre avec des idées et non pas avec des bâtons. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à débattre avec des idées. On ne doit pas s'attaquer ni aux personnes, ni au vécu, ni des militants, mais on doit débattre avec des idées, s'échanger. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une idée qui pourra changer demain, mais on doit apprendre à le faire d'une manière sereine et on doit sortir de ce registre de haine dans lequel on veut nous faire rentrer aujourd'hui, parce que si je ne suis pas d'accord avec ton idée, cela ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais c'est ton idée que je ne partage pas, j'ai la mienne. Et sur les préalables démocratiques, pour moi, personnellement, demain, autour de la table de la table où on fera cette feuille de route, je n'accepterai pas de m'asseoir avec des mouvements ou là avec des personnes ou là avec des partis ou là avec qui refuseront les préalables démocratiques comme étant une ligne rouge à ne pas franchir, comme étant des mécanismes qui n'auront besoin d'aucun débat, ni d'aucune. On débattra sur autre chose, mais les préalables démocratiques, moi, je n'accepterai pas de débattre là-dessus. Quitte à voir au moins une radicaliste ou là une antidémocrate, mais pour moi, la démocratie, elle a ses principes. Quand on se revendique de la démocratie, on doit accepter ses fondamentaux. Merci, c'est Madame Souci. Monsieur Hakim, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, si vous voulez rebondir sur n'importe quel point ou Ouais, là. juste effectivement, sur la représentation, pareillement, je pense que c'est un débat enfin, c'est un débat. Ça a beaucoup parlé de Temtil, les porte-paroles, etc., pendant le Hirak, enfin, pendant les marches précédentes. Ben, c'est toujours pareil. Je pense que c'est Sabiq Ali Awanira, c'est pas ça, c'est tel que l'a dit Samira. D'abord, mettons-nous d'accord, il faut la structuration. Et c'est ce que les uns et les autres, ce que les uns et les autres, je pense très franchement là-dessus, je suis relativement assez optimiste parce que c'est un peu
ce que nous a amené comme réflexion et comme décision aussi, individuellement et collectivement, à la période, la période que nous vivons de confinement, etc. Donc, la structuration, elle est en train de se faire, elle est en train de se renforcer également. Par contre, la question de la représentation, qui représentera qui? Aujourd'hui, pourquoi on définirait qui représenterait le Hirak? Pour aller discuter avec qui? Est-ce que quelqu'un a envie d'aller discuter avec ses autorités? Est-ce que ces autorités ont tendu la main et ont fait et ont donné les signaux qu'il fallait ou que nous attendrions éventuellement pour que quelqu'un, pour qu'il y ait le Hirak ou des représentants du Hirak aillent discuter avec eux? Donc non, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la discussion de mettre des noms, de cocher des noms sur un bout de papier pour aller discuter avec qui que ce soit. Par contre, effectivement, la structuration est nécessaire, donner un véritable squelette, une colonne vertébrale à ce Hirak avant effectivement de reprendre dans la rue. Et puis, même si j'appuie complètement, je l'ai dit avant, ce que vient de dire Samira, ça veut dire qu'il faut que les choses soient débattues sereinement, il faut que les choses soient, quelles que soient les idées qui sont développées par les uns et les autres. Je pense malheureusement qu'il restera toujours des minorités, voilà, qui n'accepteront pas le débat, et il faut aussi qu'on s'organise pour faire face à ces minorités, non pas avec lesquelles nous ne partageons pas les mêmes idées ou même les mêmes idéologies, mais qui viennent physiquement casser des partis IES du Hirak, en l'occurrence, tel que ce qui s'est passé dernièrement, effectivement, à la place de la République à Paris. Donc, il y a encore plein de choses à faire, il y a des choses à faire, et ça fait partie de la structuration, d'ailleurs, de ce Hirak. Des initiatives sont à l'approche. Aujourd'hui, faisons le plus possible pour faire reculer, pour éradiquer ce virus. C'est une situation alarmante d'après ce qui se dit et ce qui se véhicule comme information sanitaire ici en Algérie. Il faut d'abord, premièrement, garder raison et avoir la sagesse de ne pas faire avancer encore plus ce virus. Pendant ce temps-là, préparons-nous à la rentrée. La rentrée, ce n'est pas une obligation que ce soit au mois de septembre. Gardons le contact, participant aux différentes rencontres, aux différentes réunions et affûtons plutôt nos arguments pour un avenir très proche. Et également soyons vigilants, parce que le pouvoir, il a sa manière de faire et il essaye également de ramener vers lui, à titre individuel, des personnes quand je disais tout à l'heure, il prépare sa feuille de route, il a son agenda, il prépare son agenda, et il est aussi en train de faire les yeux doux, pour ne pas dire plus, à certains acteurs ou à certains acteurs dans le Hirak, certains acteurs en vue du Hirak. Donc soyons vigilants également que, même si libre à tout le monde, libre à lui et tant pis pour lui, mais faisons en sorte que le pouvoir ne grappille pas non plus au sein de notre maison, le Hirak, des éléments qui me paraissent intéressants qu'ils y restent, et important même qu'ils y restent pour la suite de la situation. En tout cas, je reste, et ce n'est pas aveuglément, mais je reste positif, je reste optimiste, avec bien évidemment la première des choses, c'est le fait de faire sortir de prison, et sur ce sur quoi nous ne lâcherons jamais, c'est les principes démocratiques et la libération inconditionnelle de tous les détenus qui sont encore dedans, et l'acquittement ou des excuses, ou peu importe, une je ne sais pas quoi, même si avec tous les détenus politiques, tous les détenus qui sont passés par les geôles en Algérie. Là-dessus, on ne lâchera pas, et y compris dans notre propre large famille politique de l'opposition, il faudra bien qu'ils se le mettent dans la tête, que ceux qui sont passés par la case prison et qui ont eu des condamnations, etc., même si nous assumons totalement, et même si, à l'exemple de Samira disent, moi je ne cherche même pas, etc., après
ses excuses, etc. Et je la comprends, mais il faudra enlever cette épine du pied ou du corps, en tout cas, de certains détenus qui ne pourront pas continuer à vivre, qui ne pourront pas avancer dans leur vie professionnelle, militante, politique, etc., avec cette épée de Damoclès sur la tête, du sursis par-ci, des peines de prison sur le casier judiciaire, etc. C'est très important. Donc voilà, encore de bons jours devant nous, encore de beaux jours pour notre révolution et pour notre peuple, avec nos valeurs et avec nos principes démocratiques. Oui, avec Nous- ça. nous- Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Nous remercions M. Hakim Haddad d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot. Un dernier mot. Oui, Voilà. merci. Main Samir dans la main. Msoussi, merci. Samir Msoussi, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je garde un Merci dernier mot. pour l'invitation. Merci d'avoir fait ce débat. C'est toujours un plaisir de débattre et avec Hakim et avec d'essayer de proposer, d'essayer de d'ailleurs, on prône le débat, donc c'est bien de le faire. On a trouvé dans cette période de pandémie les réseaux sociaux, donc les plateformes, les différentes plateformes pour le faire. Donc, euh, finalement, cette pandémie n'est pas que négative pour notre révolution, mais elle nous a permis de nous poser, de réfléchir, de sortir du cadre des manifestations qui nous prenaient tout notre temps, comme l'a dit tout à l'heure Hakim. Donc, ça a été un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et merci encore une fois pour votre invitation. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne nuit à tous à notre rendez-vous.